Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct des rencontres des entrepreneurs de France, les universités TT du MEDEF 2022 en direct de l'hippodrome de Longchamp avec Axel et Olivier Reynaud, cofondateurs de Net Zero, spécialisé dans la séquestration de carbone. Messieurs, vous êtes un peu dans l'actualité, entre la sobriété énergétique, la flambée des prix de l'énergie, la lutte contre le dérèglement climatique, accessoirement. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez de beau et à qui ? Alors effectivement, on est dans l'actualité, pas tellement sur le volet énergétique, bien qu'il y a un petit sujet énergétique dans ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, vraiment, c'est qu'on enlève du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est plutôt le sujet climat qui nous préoccupe. Et dans le sujet climat, il faut évidemment réduire toutes les émissions possibles. Ça, c'est tous les plans de bascule vers des énergies décarbonées, d'isolation des bâtiments, etc., etc. Mais ça ne va pas être suffisant parce qu'on va continuer à émettre du CO2, même quand on aura fait tout ce qu'on peut. Même quand on aura atteint la neutralité carbone en 2050. Pour obtenir la neutralité carbone, en fait, il faut réduire, en faire à peu près 80 à 90% de réduction, mais il y a une part incompressible. L'activité humaine, l'activité agricole, certaines activités industrielles très difficiles à décarboner, en fait, continueront à émettre du CO2, y compris après 2050. Et donc, pour obtenir la neutralité carbone, il faut enlever le CO2 qu'on va continuer à émettre. Et c'est là où nous, on intervient en disant, finalement, on va proposer un service qui enlève du CO2. Et donc, quand une entreprise a fait tous les efforts pour réduire et veut être net zéro, il reste un petit culot d'émissions incompressibles. Et nous, on va dire, ces émissions-là, on va les compenser en enlevant la même quantité de CO2 de l'atmosphère. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif de net zéro. Concrètement, comment ça fonctionne, Olivier ? Alors, concrètement, je vais simplifier un petit peu pour faire une explication courte. On récupère des résidus agricoles. Donc, qui sont des plantes qui ont capté du carbone dans l'atmosphère pendant la photosynthèse. Et on va extraire le carbone qu'il y a dans ces résidus agricoles. Et en extrayant ce carbone, on change sa structure chimique pour rendre ce carbone très très stable. Et ensuite, on va le stocker dans le sol. Et il va rester dans le sol pendant des centaines d'années. Et on peut garantir le stockage à très long terme du carbone. D'accord. Qui sont vos partenaires aujourd'hui sur un tel déploiement ? Les agriculteurs ? Alors, il faut beaucoup de monde. Il faut des gens sur le volet industriel, il faut des gens pour financer et il faut effectivement des agriculteurs pour à la fois donner de la biomasse et utiliser le carbone qu'on met dans le sol. Les agriculteurs, en fait, on a un modèle assez particulier. On opère en zone tropicale, dans les pays tropicaux en voie de développement. Parce que dans ces pays-là, il y a beaucoup d'agriculture et il n'y a pas de filière de valorisation des déchets agricoles. Même pas de méthanisation ou de... Il n'y a pas de méthanisation, on ne les brûle pas pour faire du chauffage, on n'en fait rien. Dans nos pays, on en fait du matériau de construction, des isolants, de la nourriture animale, j'en passe et des meilleurs. Donc tout est déjà valorisé. Là-bas, en fait, ces déchets, ils sont soit brûlés, soit jetés dans les champs et laissés à pourrir. Donc en gros, le carbone qu'ils avaient stocké, il repart dans l'atmosphère. Et donc nous, on va interrompre ce cycle du carbone et les agriculteurs, on leur dit... si vous mettez à disposition les déchets, nous, on va mettre à disposition un produit qui a des qualités, au-delà de stocker le carbone dans le sol, qui a des qualités d'amélioration de la qualité des sols et d'augmentation des rendements agricoles. Et donc, en fait, pour les agriculteurs qui sont dans des pays où les sols sont souvent pauvres et acides, des agriculteurs qui n'ont pas les moyens de s'acheter des engrais, c'est un moyen d'avoir à disposition un produit utile qui améliorent très notablement leur rendement. Donc en fait, les agriculteurs, ils jouent le jeu. On n'a pas du tout de mal à les convaincre de rentrer dans ce cercle vertueux. Aujourd'hui, vous êtes présent où et géographiquement ? Alors aujourd'hui, on a un premier site qu'on a construit et qui fonctionne au Cameroun. On récupère des résidus de décortiquage de café. Et on est en train de construire une autre usine au Brésil, aussi sur la filière café, puisqu'en fait c'est une filière qui a beaucoup de sens dans le partenariat qu'on veut établir avec les agriculteurs. On peut avoir un modèle très local et très circulaire, qui est un peu gagnant pour tout le monde. Et voilà, donc on est au Cameroun et on va être au Brésil. À terme, l'objectif c'est de se développer un peu partout dans l'ensemble des zones tropicales. Et c'est des pays qui sont en développement et qui ont peu de filières de valorisation des déchets. Ce qu'il faut voir, c'est que déchets agricoles, ça peut paraître un concept un peu flou. Il y a des quantités absolument gigantesques.
En zone tropicale, on estime que des déchets agricoles adaptés pour faire du biochar, qui est le produit qu'on fabrique, il y a à peu près 2 milliards de tonnes par an. Donc on ne parle pas de petites choses comme ça sur des toutes petites filières, c'est absolument massif. Et d'ailleurs, le GIEC dit que sur les 5 à 10 milliards de tonnes de CO2 qu'il faudra capter tous les ans en 2050, le biochar peut contribuer à 1 à 2 milliards. Donc c'est en fait, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est massif. Pour donner un ordre de grandeur, l'industrie pétrolière extrait 6 milliards de tonnes de pétrole et de gaz par an. Donc 1 à 2 milliards, ça commence à être pas mal. Nous, on n'aura peut-être pas tout, mais on voudrait bien en avoir un bout. Et comment vous allez vous y prendre pour parce que le biochar, c'est quelque chose qui monte en puissance. Vous n'êtes sans doute pas les seuls sur ce secteur. Alors, on n'est pas les seuls sur ce secteur, mais on n'est pas très nombreux pour l'instant sur le secteur. En fait, jusqu'à récemment, c'était pas très rentable de faire du biochar parce qu'on ne pouvait pas faire certifier des crédits carbone. Et c'est ce qui nous apporte la rentabilité du modèle, en fait. Bien sûr. Et donc, ce n'est que depuis 2 ans que c'est possible de faire certifier des crédits carbone en produisant du biochar. Et donc, en gros, c'est rentable que depuis 2 ans de faire du biochar. Donc, nous, on est parmi les premiers à se lancer sur ce marché. On espère que voilà, on va bénéficier de cet avantage de partir parmi les premiers. Et on a un gros volet recherche et développement pour améliorer la technologie et pour en faire quelque chose de très efficace, très simple à installer, très simple à opérer, très simple à maintenir. Et voilà, donc on veut beaucoup miser sur le volet R&D, mais plus largement, c'est un modèle qu'on cherche à déployer. Et donc on veut optimiser tout l'amont et tout l'aval, et à la fin, franchiser un modèle tout en un à des entreprises agro-industrielles qui ont des déchets, qui ont des problématiques de sol, qui travaillent avec des agriculteurs et qui sont d'ailleurs aussi souvent intéressés par les problématiques de compensation carbone et de neutralité carbone. Peut-être juste pour compléter, oui. il y a quelques entreprises qui font du biochar. Il n'y a personne qui en fait à l'échelle industrielle en zone tropicale. Donc en fait, on est les seuls sur ce segment. Et d'ailleurs, on a gagné un prix de la fondation Elon Musk sur la séquestration de carbone. Et il n'y a que 2 entreprises qui font du biochar qui ont gagné ce prix. Et les 2 font du biochar en zone tropicale. Et en fait, la plupart de nos concurrents, entre guillemets, ils sont plutôt en Europe et en Amérique du Nord. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas un marché finalement où il y aura c'est pas un marché de concurrence. Des déchets agricoles, il y en a de manière quasiment infinie, et un besoin d'enlever du CO2, il y en a aussi d'un besoin quasi infini. Donc en fait, tout le monde est invité à la fête, et plus on sera nombreux, plus mieux ce sera pour le climat. Et ça ne limitera pas notre développement. C'est ça qui est un peu magique dans le modèle. Aujourd'hui, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Vous avez beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Il y a aujourd'hui quasiment toutes les grandes entreprises qui prennent des engagements de neutralité carbone, qui cherchent à mettre la main sur des crédits carbone de qualité où on garantit le stockage pérenne du carbone. Et en face, vous avez quasiment aucune entreprise qui offre ce service. Et donc, il y a une étude assez intéressante qui a été faite par McKinsey l'année dernière, qui dit qu'en 2025, il n'y aura que 20% des besoins de séquestration carbone qui seront couverts par des entreprises qui font ce genre d'activité. Donc en fait, il y a un vrai déséquilibre et le gros enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait passer à l'échelle ces solutions dont on va avoir besoin dans des quantités absolument gigantesques. Très bien. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci.